Bienvenue dans ce 23 heures à la une de l'actualité. Les travaux de construction de la toute première unité industrielle du laboratoire pharmaceutique Pharma 5 en Côte d'Ivoire ont été lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'usine va produire plusieurs millions de comprimés et de sachets par an destinés à la guérison de différentes affections. En ces périodes festives, les trafics routiers sont importants pour éviter les accidents. L'ONG, la discipline routière en collaboration avec la direction des transports de Béquet, sensibilise aux méfaits de l'alcool, de la drogue et autres excitants dans la conduite automobile à Boaké. La Côte d'Ivoire célèbre ce 27 décembre la 17e journée internationale des toilettes. Selon l'ONU, des millions de personnes vivent sans toilettes dans le monde. Cette année, dans le pays, l'accent a été mis sur la sensibilisation des populations rurales. Merci de suivre cette édition. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, était récemment en mission au Brésil. À Brasilia, la capitale, une réception a été donnée en son honneur au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Viviane Aimé. Située dans le périmètre des ambassades à Brasilia, la capitale fédérale, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil avait organisé une réception en l'honneur du vice-président Daniel Cablon-Duncan et sa délégation comprenant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi. L'ambassadeur Sylvestre Aka et son épouse avaient convié pour la circonstance de nombreux invités, dont les ambassadeurs des pays africains en poste au Brésil, ainsi que des personnalités officielles brésiliennes. Des discours ont été prononcés. L'ambassadeur Sylvestre Aka, citant le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a présenté le vice-président Daniel Cablon-Duncan à ce parterre d'invités. Je cite, « Monsieur Daniel Cablon-Duncan est une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. » Invité à prendre à son tour la parole, le vice-président de la République a fait une large présentation des progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire renouée avec la paix, la sécurité et la stabilité préalable à tout développement. Le pays est en chantier dans la quasi-totalité des secteurs économiques et sociaux. Grâce à d'importantes réformes structurelles et sectorielles, la Côte d'Ivoire accomplit des progrès remarquables dans différents domaines. Un taux de croissance annuel moyen de 9% de 2012 à 2016. La Côte d'Ivoire figure parmi les 5 premiers pays dans le monde à avoir un taux aussi élevé de croissance. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais rappeler pour m'en féliciter l'élection de la Côte d'Ivoire le 2 juin 2017 comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, et cela grâce au soutien unanime des États membres de l'Union africaine. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette rencontre pour réitérer à la suite du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, nos vifs remerciements à l'ensemble des gouvernements des pays qui ont soutenu la candidature de la Côte d'Ivoire et particulièrement ceux du continent africain. Après les allocutions, les invités ont eu droit à un buffet très garni chargé de mets ivoiriens et brésiliens. La toute première unité industrielle du laboratoire pharmaceutique Pharma 5 en Côte d'Ivoire va bientôt voir le jour. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre de cette usine. Elle va produire plusieurs millions de comprimés par an destinés à la guérison de différentes affections. Alexis Ouedraogo. Le médicament est indispensable à la bonne santé. Pour garantir son accessibilité, limiter les risques de pénurie, l'État place la politique pharmaceutique au cœur de ses actions. Ce mercredi, à la zone industrielle d'Alokwa, la première pierre de l'unité industrielle du laboratoire Pharma 5 a été posée par le chef du gouvernement. L'usine devrait produire jusqu'à 100 millions de comprimés chaque année. L'objectif premier est de satisfaire les besoins de la population ivoirienne en médicaments génériques à des prix accessibles
et répondant aux normes de qualité internationale les plus strictes. À ce jour en Côte d'Ivoire, la production locale de médicaments est évaluée à 6% du marché pharmaceutique, le reste faisant encore l'objet d'importation. La sortie de terre de l'usine se veut aussi réponse à la problématique des médicaments de la rue avec la mise en œuvre des médicaments génériques. 2 autres unités pourront voir le jour d'ici 2019 et alléger de façon pratique les programmes de prise en charge sanitaire. L'occasion pour la ministre Raymond Goudou d'inviter les étudiants en pharmacie à s'intéresser à l'industrie pharmaceutique. L'usine a pour mérite de produire des médicaments couvrant toutes les classes thérapeutiques dominantes de notre tableau épidémiologique. Nos programmes essentiels de prise en charge du VIH, du paludisme et de la tuberculose auront désormais à leur disposition les médicaments nécessaires pour ces types de patients malades sans être préoccupés par des soucis de rupture. En fait, c'est ça l'objectif. Le projet s'inscrit aussi dans le vaste programme d'industrialisation du pays avec l'extension des zones industrielles. Au plan économique, il s'agit de créer de la valeur ajoutée locale, de contribuer à la création d'emplois, notamment des emplois spécialisés, et de promouvoir la recherche et le développement, notamment de la pharmacopée traditionnelle, et bien entendu de réduire les sorties de devises liées aux importations de médicaments. Président de la cérémonie, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a salué l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc avec l'implantation de ce groupe pharmaceutique. Priorité du gouvernement, le secteur de la santé devrait voir des investissements plus importants ces prochaines années. Le domaine de la santé est au cœur des priorités de l'action du gouvernement. Des investissements conséquents ont été consentis dans ce secteur depuis 2012. Comme annoncé par le président de la République, ces investissements vont s'accélérer dans les mois prochains avec la construction d'établissements sanitaires de premier contact, la construction d'hôpitaux généraux dotés d'unités de spécialité, la construction et l'équipement de laboratoires d'analyse médicale de référence, la construction et la réhabilitation ainsi que l'équipement d'hôpitaux généraux dans le cadre de l'opérationnalisation de la CMU. C'est toute la pyramide sanitaire qui est touchée par ce vaste programme d'investissement prévu sur la période 2018-2020. C'est pourquoi le développement de la filière industrielle de médicaments en partenariat avec le secteur privé national et international demeure une des voies privilégiées que le gouvernement met en œuvre. Il est donc urgent que nous renforcions la production pharmaceutique locale par la définition d'une nouvelle politique nationale d'industrialisation pharmaceutique attractive à l'instar de tous les pays du monde. L'usine devrait susciter quelques 200 emplois directs, dont 20% de cadres ivoiriens et 2000 emplois indirects. Allons à présent à la découverte d'ICT4 Dev, une start-up qui s'investit dans le développement technologique de l'agriculture ivoirienne. Ses domaines d'action sont l'agro-expertise et la promotion des produits vivriers et industriels. Cette jeune entreprise veut faire bouger les lignes dans le monde paysan en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Jean-Luc Bangbo dans ce dossier que je vous invite à suivre. Tia Salé, 120 km au nord d'Abidjan. Dans cette localité dominée par l'activité agricole, Moro Eouma dirige une coopérative de producteurs de diverses cultures d'exportation. Aujourd'hui, il visite une plantation de piments appartenant à un de ses membres. Ces jours de récolte et Eouma songe déjà à la vente. Pour cela, il a déjà sa stratégie. J'ai un pied de piment qui a bien donné, qui a bien produit. Donc là, je fais une photo. Avec cette photo-là, automatiquement, je vais l'exporter, n'est-ce pas, sur ma page Messenger. Et ensuite, Gélico, la structure avec laquelle nous travaillons, va récupérer ces images-là et la vulgariser à travers tous nos différents partenaires. Voilà ce que nous faisons régulièrement pour pouvoir avoir le monde à notre porte. Aujourd'hui, une publicité, des pancartes publicitaires par-ci, par-là, des prospectus, c'est un coût très élevé. Mais cette photo que je viens de faire, juste avec un peu d'unité, automatiquement, tout le monde entier est au courant de ça. Donc, je gagne en temps, je gagne en énergie, je gagne en argent. Une stratégie que Ouma souhaite inculquer à tous les membres de sa coopérative. Il faut être bien formé pour bien vendre. Parce que si on n'est pas formé aujourd'hui, les choses, c'est ce que je dis souvent, aujourd'hui on ne peut plus faire les choses de manière empirique. Nos grands-pères, nos grands-mères ont fait certaines choses, mais ça, ce temps est passé. Aujourd'hui, il faut être bien formé.
et qu'on est bien formé, on a l'aise dans ce que nous faisons et on peut, n'est-ce pas, atteindre des résultats, n'est-ce pas, escomptés. Pour former ses membres, la coopérative de Ouma a sollicité l'entreprise ICT4Dev, une jeune start-up spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions informatiques. Son objectif, mettre les TIC au service de l'agriculture afin de la rendre plus performante. Aujourd'hui, elle a dépêché Sosten, un de ses agents, pour une séance de formation à l'intention de quelques membres de la coopérative. Nous sommes à la phase de pratique sur la prise en main de Gélico, la plateforme de gestion en ligne des coopératives agricoles. Nous avons eu plusieurs fois des séances théoriques. Aujourd'hui, nous sommes là pour une séance pratique et pour vous présenter la version mobile. La formation du jour porte sur l'utilisation d'une application de gestion des coopératives agricoles qui permet d'en identifier les membres, les parcelles disponibles, les flux de production, de même que les coûts des produits agricoles. Aujourd'hui, cette application va permettre aux coopératives agricoles d'avoir une mémoire numérique, c'est-à-dire d'avoir par exemple une base de données où il y aura tous leurs paysans, d'enregistrer toutes les activités, par exemple les ventes. La plupart des apprenants du jour font la découverte avec cette formation de l'outil informatique. De toutes les façons, on est obligé de le faire et de l'apprendre. Parce que moi, personnellement, je ne m'y connais pas, mais je dois apprendre. Je suis dans l'obligation de l'apprendre et de le pratiquer pour que la coopérative marche bien. Le gérant de la coopérative, lui, est conquis. Au lieu de payer 2 millions, 3 millions et tout ça, déjà avec ça, on peut gérer tout le monde. Nous avons toutes les informations que nous voulons. Et en cas de contrôle, en cas de réunion, mais rien qu'avec les 10 doigts, on sort automatiquement toutes les informations que nous voulons. Les formations comme celle-là, Sosten en donne une dizaine tous les mois. Ce sont au total 80 coopératives qui sont encadrées ainsi par la jeune entreprise. Voici le fondateur de cette start-up, Jean Delmas Ewi, ingénieur informaticien. À son actif, une demi-dizaine d'applications, toutes dédiées au monde agricole. Au-delà de l'aspect, il faut mécaniser l'agriculture et autres, il y a l'accès à l'information. Aujourd'hui, le paysan n'a pas accès à la bonne information au moment où il faut. Donc, il fallait trouver un canal pour leur envoyer l'information agricole à travers les conseils et puis aussi les informations sur le marché. Nos parents, à la limite, bradent leurs produits puisqu'ils ne savent pas combien le produit est négocié en ville. Un engagement au service du monde agricole qui a valu à cette jeune entreprise de nombreuses distinctions, tant au plan national qu'international. On a aujourd'hui des partenaires les partenaires qui s'intéressent au monde agricole, qui ont besoin des informations que nous collectons, qui ont besoin de notre expérience. On travaille aujourd'hui avec des fondations, des organisations de développement en milieu rural, des structures de l'État. On travaille aussi avec des structures comme les structures de coopération, par exemple, au niveau interne comme au niveau international. Ces services proposés par des startups comme celle de Jean Delmas démontrent que la Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette révolution numérique qui a apporté d'importants bénéfices au secteur stratégique de l'économie, comme l'agriculture, la vente au détail et les transports. Toujours en agriculture, l'ouest de la Côte d'Ivoire, première région productrice de café, a été visité par le directeur général adjoint du Conseil Café Cacao, chargé du développement agricole et de la commercialisation. Il entendait comprendre le phénomène de la fuite du café ivoirien vers les pays limitrophes, une situation qui a occasionné la chute du volume du café par rapport aux prévisions de récolte. Astou Touré. Contre toute attente, la campagne de commercialisation 2016-2017 du café s'est soldée par une chute drastique du volume de café par rapport aux prévisions de récolte. Une situation qui, en plus du changement climatique, serait due à la fuite du café vers les pays limitrophes selon le Conseil du Café Cacao. Pour tenter de comprendre et lutter contre ce phénomène, le directeur général adjoint du Conseil Café Cacao en charge du développement agricole et de la commercialisation intérieure, Dr Kofi Ngoran, a sillonné les villes de Guiglo, Mans et Touba. Objectif, identifier les lieux de la fuite du café, également définir un plan d'action d'urgence avec les comités locaux de suivi, puis évaluer les ressources nécessaires à mettre à leur disposition afin d'intensifier la lutte contre la fuite du café vers les zones frontalières. Également, au cours de cette rencontre, le directeur général adjoint a signifié que conformément à la réglementation, tout café saisi fera l'objet d'une vente systématique dont les ressources serviront à intéresser essentiellement les
les informateurs, les comités villageois, les forces de l'ordre et le comité de suivi. Rappelons que grâce à l'embellie significative des cours mondiaux pour la campagne de commercialisation 2016-2017 qui s'achève, la Côte d'Ivoire avait fixé le prix de 750 francs par kilogramme. Le pays entend doubler sa production de café à l'horizon 2020 grâce au programme de relance caféière qui fait de la lutte contre la fuite du café une priorité. On met le cap sur Yamoussoukro où s'est tenue une rencontre pour expliquer les textes régissant le secteur des transports. La cérémonie d'ouverture a enregistré mercredi dernier la présence du ministre des Transports, Amadou Koni. Charles Tatou. Le secteur du transport routier souffre d'une anarchie qui ne dit pas son nom. Pourtant, il est bien réglementé. Le mauvais fonctionnement de ce secteur serait dû à la méconnaissance des textes, à un laxisme dans l'application des règles et aux actes de corruption. Pour lui donner un visage rayonnant, afin de répondre aux exigences d'une économie émergente, à l'horizon 2020, le ministre des Transports, Amadou Kone, s'est donné une vision claire, celle d'une meilleure compréhension des textes régissant le secteur des transports. Pour gagner ce pari, il utilise comme moyen les ateliers d'information, de sensibilisation et d'appropriation des textes dans les grandes villes du pays. Le ministre Amadou Kone a mis à profit le Conseil des ministres tenu à Yamoussoukro pour ouvrir les travaux d'information initiés dans cette localité à l'attention des transporteurs. Le transport représente 7% du PIB. Toutefois, le transport routier présente de nombreux dysfonctionnements constatés et décriés. La démarche du ministre appréciée par les acteurs du transport routier. Le ministre, dans sa vision de la réforme de notre secteur d'activité, a décidé d'utiliser une méthode qui est une méthode inclusive. Et cette méthode permet à chaque acteur, à chaque partie prenante de notre secteur d'activité de prendre part à toutes les décisions qui vont être prises. Après Yamoussoukro, d'autres villes vont accueillir ces genres de sessions de formation. Nous sommes en période festive et le trafic routier est important. Pour prévenir et réduire le taux d'accident de la circulation, l'ONG La Discipline Routière, en collaboration avec la Direction des Transports de Béquet, a décidé de sensibiliser aux méfaits de l'alcool, de la drogue et autres excitants dans la conduite automobile à Boaké. Geneva Ouattara, Chris Larsend. En 7 ans, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 46 000 accidents de la route, dont plus de 4 000 mortels. Des causes dues à l'imprudence, à l'incivisme ou à la consommation d'alcool au volant. Pour prévenir et réduire ce taux en ces périodes festives de grand trafic routier, des initiatives sont prises. À Boaké, les usagers de la route ont été sensibilisés sur les méfaits de l'alcool, de la drogue et autres stupéfiants au volant. L'action est à l'actif de l'ONG La Discipline Routière en collaboration avec la Direction régionale des transports de Béquet. Nous initions cette journée de sensibilisation pour parler à nos parents, à nos populations, afin d'éviter les accidents sur les routes. Nous allons monter sur le terrain, faire passer le message à nos collaborateurs. Les accidents à Boaké, tout le monde trouve que ça concerne les mototaxis. Nous allons mettre le corps mototaxi dans le droit chemin. Il ne faut pas utiliser, n'est-ce pas, la drogue ni l'alcool quand on veut conduire, et en plus chercher à réduire un tant soit peu, n'est-ce pas, sa vitesse. Parce que les jours des fêtes doivent être vraiment des jours de joie. Des communications portant sur le code de la route, la sécurité routière, sketch et projections de films sur les méfaits de l'alcool ont enrichi cette séance de sensibilisation. Autorités politiques et administratives, soutenant l'initiative, exhortent les participants à plus de responsabilités en s'appropriant le thème de la rencontre. L'ONG La Discipline Routière a 2 ans d'existence. On s'intéresse à une rencontre sur l'amélioration de la gouvernance et la promotion de l'éthique. Elle vise à soumettre les textes régissant la charte d'éthique et le code de déontologie du ministère de l'économie et des finances. Cheikh Koni. Ils étaient une 60aine d'agents et partenaires sociaux à prendre part à cet atelier. Objectif, valider de façon consensuelle le nouveau code de déontologie et la charte d'éthique de l'ensemble du personnel du ministère de l'économie et des finances. La charte d'éthique et le code de déontologie ne viennent pas en contradiction des codes sectoriels déjà existants. Il s'agit ici de nous doter de documents transversaux qui seront un condensé de valeurs et d'attitudes que doit avoir tout agent du ministère de l'économie et des finances
quelle que soit la direction à laquelle il appartient. Ces deux outils de bonne gouvernance s'inscrivent dans le cadre du programme de travail gouvernemental décliné en plusieurs axes stratégiques, à savoir la mobilisation et l'optimisation des ressources pour le financement de l'économie nationale et la modernisation de l'administration économique et financière. Le programme de travail gouvernemental qui inscrit la bonne gouvernance et la promotion de l'éthique en bonne place appelle le ministère de l'économie et des finances, qui est une administration modèle, à prendre toute sa place de leader dans la promotion de ces valeurs-là. Le code de déontologie qui est mis en place, c'est pour assainir l'environnement du travail, c'est pour également amener les agents à se conformer aux dispositions déjà prises au niveau de la fonction publique et qui permet à tout agent d'être efficace, je veux dire, au niveau du travail. Durant les travaux, les participants ont passé en revue tous les tests des deux outils de gouvernance. L'innovation majeure est l'instauration d'un prix d'excellence pour encourager les meilleurs agents, d'une part, et d'autre part, la mise sur pied d'un dispositif de sanction. Une manière d'allier responsabilité et efficacité dans cette administration financière. Grande journée d'hommage en l'honneur du président de la République Alassane Ouattara à Ferima-Dougou, dans la région du Worodougou. Les populations ont fêté les nombreuses infrastructures réalisées par le chef de l'État aussi bien à Ferima-Dougou que dans d'autres localités de la sous-préfecture de Bako. Ngana Konati. Exprimer sa reconnaissance au président de la République pour les nombreuses infrastructures réalisées dans leur village, c'est le but de la fête des infrastructures organisée à Ferima-Dougou, dans la sous-préfecture de Bako, région d'Odine. Le village a bénéficié de la construction d'un collège moderne, d'un dispensaire et d'un logement d'infirmiers. Les populations des villages environnants et les cadres ont donc décidé de fêter toutes ces infrastructures réalisées dans leur localité. En remerciant le chef de l'État pour l'hydraulique villageoise améliorée dans certains de nos villages, mais surtout pour le collège dont bénéficie le canton logé à Ferima-Dougou et nommé collège moderne de Ferima-Dougou. Cet établissement viendra nous permettre de résoudre le problème de scolarisation dans la région et de mettre fin aux souffrances des enfants qui devaient aller sur des dizaines de kilomètres. Avant, les vieux dormaient dans l'obscurité. Tous les 13 villages aujourd'hui, quelques-uns seulement n'est pas électrifié. Sinon, on est tous dans la lumière. Bouaké Traoré, président de la mutuelle de développement de Ferima-Dougou, a salué la politique de régionalisation de la gouvernance d'Alassane Ouattara avant d'inviter les cadres à l'entente et à l'union pour agir en synergie pour le développement de Ferima-Dougou. En politique, le réseau dynamique du PDCI-RDA est satisfait des actions du président de leur parti pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Ce mouvement a rendu un hommage à Henri Konan Bédié à la maison du parti à Cocody. Il s'engage à soutenir la mise en place du parti unifié. Michel Digri. Le réseau dynamique du PDCI-RDA a battu le rappel de ses troupes pour témoigner son attachement aux idéaux de paix prônés par le président de leur parti. Selon Jean-Michel Amankou, président de ce mouvement proche du PDCI, cet engagement est conforté par les actions de Henri Konan Bédié pour la consolidation du RHDP. Cet homme qui fait le don de soi pour apporter de la synergie à notre pays mérite respect, mérite considération. Il se bat pour que l'unité revienne. C'est pourquoi nous épousons, nous souscrivons, je dirais, exclusivement sa volonté de faire en sorte que la création du parti unique soit une réalité. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA a livré le message du président du parti à l'assistance. Le président Henri Konan Bédié, président de notre parti, voudrait vous féliciter pour la volonté d'autonomie de votre groupe, dont l'unique parrain est le président lui-même. Le président du parti apprécie toutes vos actions sociales. Merci d'honorer un apport de la paix. J'ai nommé Henri Konan Bédié. Pour être plus efficace sur le terrain, les présidents des comités communaux du réseau dynamique qui ont été investis sont invités à travailler en parfaite intelligence avec les délégués communaux du PDCI-RDA.
Ce 27 décembre marque la célébration de la Journée internationale des toilettes en Côte d'Ivoire. Selon les Nations Unies, des millions de personnes vivent sans toilettes dans le monde. Thème de cette 17e édition, toilettes et eau. C'est le village de Songok Assemblée qui a été choisi pour les festivités. Franck Quadio. Songok Assemblée, village du district d'Abidjan. Un riverain s'apprête à se soulager en pleine lagune et quelques mètres en aval, Samuel, jeune du village, avec cette même eau, lave sa brouette. La proximité avec les toilettes à ciel ouvert, une situation jugée anodine par le jeune homme. Les toilettes, c'est pas suffisant. Il y a douche de papa, il y a douche des enfants. Mais souvent, quand il y a un frère, comme ça le prend, il suit ça dans la douche. Quand lui, ça le prend aussi, il fait au bord, directement au bord. Comme à Kassamblé, dans plusieurs localités rurales, la défécation à l'air libre n'est pas une fatalité. Plus de 51% selon l'UNICEF. L'appel du griot ce matin est alors une invite au rassemblement sur la place du village. Kassamblé est choisi pour la célébration officielle de la 17e journée mondiale des toilettes. Dans le monde entier, 1,1 milliard de personnes, dont 4,8 millions vivant en Côte d'Ivoire, défèquent à l'air libre, contaminent leurs environnements et leurs ressources en eau, propagent ainsi des maladies comme la diarrhée qui tue chaque jour 2000 enfants de moins de 5 ans. Il nous faut agir maintenant. Le thème retenu cette année, toilettes et eau usée. Le ministre de la Construction venu sensibiliser sur la nécessité de construire latrines et toilettes pour une amélioration du cadre de vie. Surtout les écoles en milieu rural. 35% des écoles primaires publiques en milieu rural n'ont d'ailleurs pas de latrines fonctionnelles. Mais avec l'aide de partenaires au développement, des efforts sont consentis par les autorités. Depuis 2013, nous avons en Côte d'Ivoire 2236 villages ont mis fin de façon définitive à la défécation en l'air libre, soit une population de 6 828 personnes. Ces résultats bien encourageants nous montrent qu'il y a encore 21% de nos compatriotes qui n'ont pas accès aux toilettes. Aussi, à l'horizon 2030, l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats constitue pour nous l'objectif à atteindre. Le gouvernement s'engage aussi à financer dès 2018 la construction de plus de 1500 latrines dans les écoles et centres de santé villageois. Action symbolique, pose de la première pierre de nouvelles structures sanitaires pour l'école du village. Le ministre de la Construction a aussi annoncé le don de 101 millions de francs CFA pour l'équipement du village en plusieurs blocs sanitaires et toilettes. Et cela dans la veine de la Journée mondiale des toilettes, dont la date officielle était le 19 novembre. 5 nouveaux mots font leur apparition dans le Petit Larousse. Ce sont les termes bissé, farouté, yuyuté, infoloté et VPS. D'où viennent-ils et comment sont-ils entrés dans ce dictionnaire? Des éléments de réponse avec Amadou Ouattara. Issus des cultures linguistiques d'Afrique centrale, du Cameroun, du Québec et du Maghreb, 5 nouveaux mots font leur entrée dans le Petit Larousse, un dictionnaire de plus de 63 000 mots. Désormais, ce n'est plus une faute de français que d'employer le mot « bisser », verbe transitif qui veut dire danser pour la seconde fois. « Faroter », verbe transitif qui signifie verser de l'argent à quelqu'un dans le but de le soudoyer. Yuyuté, verbe intransitif qui signifie pousser des cris de joie. Infolettre, nom féminin qui veut dire aussi newsletter. VPS, sigle signifiant vélo à pneus, surdimensionné, c'est un vélo tout-terrain. Après Sanjay et Vegan en 2016, la francophonie continue de s'enrichir de mots dits populaires. Pour entrer dans le Petit Larousse, ces mots ont dû remplir 2 critères. Le premier est quantitatif, sa popularité doit être reflétée dans les médias. Deuxième critère, il est qualitatif, le thème doit coller à l'actualité. À l'étranger, au Libéria, le dépouillement du second tour de la présidentielle opposant l'ex-star du football George Weah au vice-président Joseph Boakai a commencé hier dans la soirée après une journée d'élection qui s'est déroulée dans le calme. Les bureaux de vote étaient ouverts jusqu'à 18h aux quelques 2,1 millions d'électeurs. Les premiers résultats sont attendus d'ici à quelques jours.
Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée. À très bientôt.